Mesdames et messieurs, bonjour. La rédaction de RTI 1 vous ouvre son journal dont voici les principaux titres. 5 projets de loi étaient mardi sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté, entre autres, sur les professions d'ingénieurs et ingénieurs conseils qui favorisent la création de l'Ordre national des ingénieurs conseils. À terme, il s'agira d'achever un meilleur suivi et contrôle dans le secteur du bâtiment et de la construction. La Côte d'Ivoire s'engage résolument sur la voie de la transformation numérique. L'Agence nationale du service universel des télécommunications vient d'élaborer et de faire adopter par son conseil d'administration un nouveau plan stratégique 2023-2025. C'était au cours d'une session exclusive réunissant les directeurs des systèmes d'information. Et puis au Tchad, la campagne référendaire entamée depuis le 25 novembre entre dans sa dernière ligne droite. Le 17 décembre, plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés à se prononcer en faveur ou contre le projet de constitution portant sur l'État unitaire décentralisé. Mais avant la tenue des joutes électorales et dans un communiqué conjoint, plusieurs organisations internationales appellent à la transparence du processus. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Plusieurs projets de loi, 5 exactement, ont été adoptés hier mardi en plénière à l'Assemblée nationale. L'un d'entre eux porte sur le statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. La séance qui s'est tenue en présence du chef du Parlement, Adama Bictogo, a vu la participation de 185 députés. Le compte-rendu de Moussa Konaté avec les images de Barnabé Kona. L'Ordre national des ingénieurs et ingénieurs conseils a pour mission le suivi et contrôle dans le secteur du bâtiment et de la construction. Le projet de loi permettant la création de cette organisation professionnelle est adopté en plénière ce jour par les députés. Nous avons constaté ces dernières années beaucoup d'effondrements d'immeubles. Et donc aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi, l'État a les instruments pour mettre de l'ordre au niveau de ce corps de métier. Autre texte également examiné et adopté. Il s'agit du projet de loi relatif à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge. Donc, la loi a été adoptée, on va passer donc à la répression. Parce que tous ceux qui vont utiliser ces emblèmes d'une manière abusive, c'est-à-dire d'abord des faux, ensuite d'une manière abusive, pour ne pas aller dans le sens de la protection protégée, ils vont être sanctionnés. Et c'est inclus dans la loi. Les députés ont aussi donné leur accord pour l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance instituant des dispositions dérogatoires au code électoral pour la tenue des élections locales et sénatoriales de 2023. En raison du calendrier de l'exécutif, obligation de conduire un bon processus électoral dans un temps avant la fin de l'année 2023, donc le président de la République a dû prendre une ordonnance pour adapter les délais de saisine de la commission électorale, les délais de saisine du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel pour les raccourcir. Les 2 autres textes concernaient la modification des projets de loi portant statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Cette modification stipule que la fonction de ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et d'Abidjan est incompatible avec celle de membres du gouvernement, de présidents d'institutions, de députés, sénateurs, maire, directeur général et directeur général adjoint des sociétés d'État. Autre chose à présent, pour mieux lutter contre l'insécurité en cette période de fin d'année, l'opération Épervier 9 a été lancée hier mardi. Un lancement effectué par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Bagondo Diomandé était accompagné du premier magistrat de la commune de Yopougon. Et pour parer à toute éventualité, au moins 3200 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Les explications de Khalil Diomandé. Tolérance zéro contre le grand banditisme et tout autre acte de nature à perturber les fêtes de fin d'année et le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est la consigne ferme que laisse le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à ses soldats, mobilisés à la place Figayo de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9. Ce sont au total 3200 agents de forces de défense et de sécurité qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de conduire en parfaite synergie des missions de prévention et de répression de banditisme.
Heureux du choix porté sur la commune de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9, Adama Bictogo marque son adhésion et s'engage à jouer sa partition pour sa réussite. En tant que maire, je voudrais vous assurer, Monsieur le ministre, de notre engagement aux côtés des forces de l'ordre, de notre disponibilité à faire nôtre toutes les feuilles de route que vous allez développer ici. Que Dieu fasse que cette Coupe d'Afrique soit l'expression du succès de l'opération que vous allez lancer ce jour. Environ 2 millions de visiteurs sont attendus en terre ivoirienne pour la grande messe du football africain en janvier 2024. L'enjeu sécuritaire est donc de taille. Le ministre Vagondo Diomandé rassure que ses hommes et lui vont relever le défi. Au nom des forces de défense et de sécurité, ce challenge sera relevé. Chers collaborateurs des forces de défense et de sécurité, votre responsabilité est grande. En ce moment particulier de notre pays, vous devez continuer à faire en sorte que ce pays soit le plus fréquentable, à faire en sorte que ce pays soit le plus sécurisé, à faire en sorte que ce pays soit en paix de façon permanente. L'opération Épervier 8, lancée en juillet dernier, aura permis la destruction de 278 fumoirs, la saisine de 2 tonnes de cannabis et de 39 munitions de type AK-47. Les forces de défense et de sécurité comptent mettre les bouchées doubles pour cette opération Épervier 9. On reste avec les hommes en tenue et direction la caserne d'Agban. Le quartier de la Maréchaussée abritait en effet le samedi dernier la 3e édition du mariage collectif. 123 gendarmes se sont mis la corde au cou. Le général Alexandre Apalo Touré les a exhortés à la fidélité et à l'amour. Un reportage de Frédéric Oulaï, commenté par Didier Nguessan. Consentez-vous à prendre pour épouse, mesdemoiselles les candidates au mariage, vos fiancées ici présentes? Oui! Caserne de gendarmerie nationale d'Agban. C'est un oui collectif qui consacre les gendarmes et leurs conjointes dans les liens du mariage. 123 couples s'engagent désormais pour l'amour et le vivre ensemble. Une cérémonie historique pour ces gendarmes qui expriment leur gratitude au commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Merci à vous qui nous offrez l'occasion de sceller enfin cette union sacrée. Après tant d'années d'études de nos compagnes. Mon général, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci merci pour votre soutien, votre présence à nos côtés et vos conseils avisés chaque fois que cela est nécessaire. La célébration des mariages collectifs à la gendarmerie est à sa 3e édition. Cette année, 6 officiers et 117 sous-officiers ont été exhortés à manifester la fidélité et l'amour pour assurer la longévité de l'union. Je vous encourage à être des exemples dans vos quartiers, dans vos couples, au travail comme à la maison. Lorsque vous vous mariez, après quelques années de service, vous inspirez confiance de façon automatique à votre chef, parce qu'il voit en vous un responsable. Le ministre d'État, ministre de la Défense, représenté par son directeur de cabinet, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Plusieurs artistes ont apporté un cachet spécial à cette fête. On change de sujet avec l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, qui change de stratégie et d'identité graphique. Elle vient d'initier une rencontre dénommée ANSUT Connect, un rendez-vous qui a vu la participation des directeurs des systèmes d'information des ministères et des institutions de l'État. Objectif, à mettre en place de nouvelles stratégies dans le cadre de la transformation numérique de l'administration ivoirienne. On en parle avec Godefroy Okambawa. Elle change d'identité graphique. L'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, fait sa mue avec un nouveau logo, une nouvelle dynamique pour traduire la volonté de l'État de donner un nouveau visage à la transition numérique et à la digitalisation en Côte d'Ivoire. Et comme alliés de premier plan, les DSI, les directeurs des systèmes d'information des ministères et institutions de l'État. Et l'ANSUT nous donne l'opportunité de pouvoir nous exprimer pour travailler ensemble
sur la vision du gouvernement, que le gouvernement veut avoir de chaque ministère. Il faudrait au moins que nous ayons une plateforme, quelque chose d'ensemble pour travailler ensemble, le gouvernement, dont nous saluons cette approche. Dénommée ANSUD Connect, cette plateforme vise à renforcer le cadre d'échange entre l'ANSUD et ses DSI pour soutenir les ambitions de l'État en matière de transition numérique. Vous êtes les gardiens des infrastructures numériques, vous êtes les architectes des systèmes d'information qui alimentent notre nation. Vos expertises et vos expériences contribueront fortement dans une vision holistique et stratégique à ouvrir la voie vers une nation numérique et prospère. Nous sommes convaincus que c'est unis que nous formerons un front solide capable de surmonter les obstacles, d'anticiper les défis et de saisir les opportunités pour propulser l'innovation, la créativité et l'excellence. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, conformément à ses attributions, cherche à élaborer une stratégie cohérente en matière d'accompagnement des administrations dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets numériques. Votre présence massive à cette rencontre de ce jour traduit pour nous votre détermination à tirer pleinement profit des opportunités de la révolution numérique. Pilier de la transformation numérique en Côte d'Ivoire, l'ANSUD a pour mission de fournir aux populations, aux entreprises et à l'administration publique un service universel de télécommunications de qualité et contribuer ainsi au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. On ouvre maintenant le dossier EcoPlus de la rédaction de RTI 1 avec l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la promotion immobilière qui est devenu un cas d'école en Guinée. Dans ce pays voisin à la Côte d'Ivoire, on enregistre un déficit structurel de 5 millions de logements, une situation qui interpelle l'État guinéen qui a décidé d'expérimenter un programme de logements sociaux, un programme immobilier piloté par un opérateur ivoirien à la tête d'une entreprise légalement constituée. Un dossier réalisé par Léon Brou, de retour de Conakry. Le programme des logements sociaux est financé à travers un partenariat tripartite, société demandeurs, banque, entrepreneurs. Cet opérateur économique, le voici, Tony, un Ivoirien détenteur de la première société immobilière légalement constituée de Guinée. Il a été désigné par appel d'offres international et pour Tony, l'expertise ivoirienne de promotion immobilière fait école. J'ai tout appris en Côte d'Ivoire. Tout ce que je fais aujourd'hui, je tiens à la Côte d'Ivoire. C'est ma patrie, c'est là-bas que j'ai tout appris. Et si Dieu me fait grâce aujourd'hui, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Je veux conquérir les 15 millions d'habitants de la Guinée. L'objectif, c'est d'être le numéro 1 en Guinée et sortir de la Guinée. L'ambition de Tony de contribuer au développement de son pays d'accueil s'accompagne d'offres d'emploi. 675 directs et permanents dans le cadre du programme des 2400 logements sociaux. L'opérateur économique ivoirien emploie déjà 100 salariés, 15 ressortissants de la sous-région et 85 Guinéens. J'ai un salaire, donc avant, là où j'étais, je n'avais pas de contrat. Mais avec un contrat, j'ai toutes les assurances qu'il me faut pour travailler et pour survivre. Si tu mets de l'argent devant pour avoir un travail, il sera difficile de sortir. D'abord, c'est une expérience de sortir et venir et encaisser aussi un peu des coûts. À ses employés, le conseil de Tony est unique. L'Eldorado, ce n'est pas toujours au-delà de la Méditerranée, mais bien sûr sur place en Afrique. Il suffit d'un projet, d'une ambition et la tête sur les épaules. Symphonia, banlieue de Conakry. Comme à Sangaredi, Doubrika ou Kamsar, des ouvriers à la tâche. C'est ainsi depuis le lancement du programme des logements sociaux dédiés aux travailleurs de la plus importante société minière de Guinée. 2400 maisons basses et duplex de 3, 4 ou 5 pièces à bâtir sur 10 ans. Un réel espoir d'être propriétaire d'un toit. On a traversé beaucoup de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés, on les a enterrées. En accordant à nos travailleurs ce projet d'habitation, vous avez bien compris l'importance capitale que revêt un foyer stable et sécurisé, car ces logements sociaux
apporteront une sécurité résidentielle et assureront une meilleure qualité de vie aux travailleurs et leurs familles. Cet intérêt des miniers pour cette opération immobilière, la toute première en Guinée, le même chez leur employeur et le gouvernement, c'est que la crise de l'habitat décent n'épargne pas le mieux traité des salariés guinéens. Elle porte sur un besoin de 5 millions de logements avec une hausse annuelle d'au moins 10%. L'État qui veut adresser la question fait de ce programme de 2400 logements sociaux un projet pilote et arbitre sa mise en œuvre. Ce projet est le plus important d'un point de vue communautaire. Et nous voulons utiliser ce projet comme étant la référence au niveau national. La CBG et l'État guinéen ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement. Comme le ministre l'a répété, comme le conseil d'administration l'a répété. Donc on compte sur l'entreprise d'accélérer les projets, de les livrer dans les temps et avec la qualité requise. La qualité des travaux, en voici des exemples. Ces logements témoins de Kamsar, approuvés par l'État, la société demandeur et ses employés. Ainsi seront les 2400 logements sociaux du reste des maisons clés en main de valeur comprise entre 18 et 40 millions de francs CFA. 1400 logements à livrer les 5 premières années pour compter du deuxième semestre 2024, soit dans 7 mois. L'investissement représente sur les 10 ans 285 millions de dollars, soit 185 milliards de francs CFA déjà bouclés. Le recrutement a été fait sur la base d'un appel d'offres, sur la base des réalisations déjà effectuées dans le passé par les différents compétiteurs. Donc son dossier a été examiné, on a trouvé qu'il en a la compétence. D'abord, les terrains sur lesquels M. Tony va construire, ces terrains-là lui appartiennent. Parce que c'est lui qui a acheté les différents sites. Donc tous les titres fonciers sont à son nom. Déjà, ça c'est la première garantie. Et il a encore eu l'accompagnement de sa banque en termes de financement. Donc, si je ne le souhaite pas, Tony est un peu défaillant, c'est la banque qui vient prendre le relais. Nous avons une entreprise subsidiaire avec laquelle nous travaillons au développement de l'Afrique. Nous entrons dans des partenariats pour développer plusieurs autres domaines. Nous avons déjà fait plusieurs projets aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Afrique et ça a toujours été des succès. Nous sommes sûrs, parce que nous sommes habitués à ce genre de challenge et ce n'est pas un problème pour nous. Nous vous assurons que nous irons jusqu'au bout de ce projet. Un dossier à revoir sur les plateformes digitales de RTI 1. Non aux congés anticipés, c'est le message du maire de la commune de Yopougon aux élèves et au corps enseignants des lycées et collèges de sa commune. Lundi dernier, Adama Bictogo a participé à la levée de couleurs. Il a appelé les élèves à cultiver l'amour du travail et à se départir des fauteurs de troubles. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Adama Bictogo, aux côtés des élèves et du corps enseignant des lycées municipaux Pierre Gadier 1 et 2 de Yopougon Terminus 40 pour le salut aux couleurs. Pour le premier magistrat de Yopougon, il s'agit de célébrer la fraternité autour de l'emblème national qui traduit les valeurs citoyennes. Ce qu'ils doivent retenir comme valeurs essentielles, les valeurs cardinales, c'est le travail, le sérieux, la discipline, l'engagement, la citoyenneté. Être d'abord ivoirien, porter le drapeau Côte d'Ivoire où qu'il se trouve et que cela commence par leur jeune âge. Nous saluons le drapeau quand on était aussi à l'école primaire déjà. Donc il faut revenir à nos valeurs. Dion Robert, le porte-parole de la communauté éducative de ces deux établissements secondaires, s'est réjoui de la visite du maire Adama Bictogo. Il a ensuite égrené quelques doléances. Nos doléances ont pour nom les tables bancs, le matériel didactique. Et nous avons aussi besoin du matériel de reproduction en termes de rames, en termes d'encre, tout ce qu'il faut pour créer de bonnes conditions de travail. Le maire s'est engagé à réhabiliter et construire de nouvelles infrastructures au sein de l'école. En cette veille des fêtes de fin d'année, il a invité les élèves à se détourner des congés anticipés. Aujourd'hui, je suis donc venu communier avec nos enfants pour ne pas se laisser distraire par ce qu'ils appellent les congés anticipés. Et vous avez noté avec moi, ils sont tous engagés à rester à l'école jusqu'à la date des vacances.
et qu'ils fêteraient donc même Noël dans l'école. Donc pour moi, c'était important de passer un message. Et je crois que nous sommes dans une dynamique de sensibilisation de nos enfants. Message bien perçu par les apprenants. Il y a comme un thème des projets anticipés. Nous qui sommes en classe d'examen, ça ne nous permet pas de bien suivre les cours. Je peux dire à mes amis d'éviter les projets anticipés. S'il y a des amis qui les conseillent, c'est d'arrêter. Le lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon compte 7000 élèves. Adama Bictogo a fait la promesse de leur offrir un arbre de Noël le 20 décembre prochain. Un collège de proximité et une école primaire offerts par l'État de Côte d'Ivoire à un village de la région de Bouéké. L'inauguration de ces deux établissements a donné lieu à une fête de réjouissance, une cérémonie à laquelle participaient le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi et le directeur de cabinet du vice-président de la République. On retrouve le compte-rendu de Laure Goretti dans un commentaire de Charles Tatou. Soifouédan, dans la sous-préfecture de Sakassou, région de Bouéké. Le village dispose désormais d'une école primaire et d'un collège de proximité. Ces infrastructures viennent soulager les élèves du village qui parcouraient jusqu'à 15 km allant dans les autres localités. Vraiment, on est content d'y faire qu'on a pu gagner l'école chez nous au village à Soifoué-Diako. Avant, les enfants partaient à l'école, allaient vélo à Sakassou. Maintenant, on a eu aussi à Soifoué-Dian. Nos enfants vont plus souffrir à cause de l'école. Je suis très heureuse, en plus que c'est un collège de proximité. Ça voudrait dire que nos enfants vont être en sécurité, rapprochés de leur village. Il n'y a plus de crainte en matière de grossesse imprévue et puis de la consommation de la drogue. Cette école primaire est composée de 3 classes et une maternelle. Le collège moderne, lui, est bâti sur une superficie de 6 hectares, composé de plusieurs bâtiments, de bureaux, d'une salle informatique. L'inauguration de ces infrastructures scolaires offertes par l'État de Côte d'Ivoire a eu lieu en présence de Aoutou Kofi Emmanuel, directeur de cabinet du vice-président de la République et cadre de la localité, et du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. À cette occasion, permettez-moi d'abord d'exprimer mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans un pilier important de sa politique et de la construction d'écoles primaires et de collèges de proximité à la fois une véritable nécessité et une priorité nationale. Aujourd'hui, nous concrétisons notre engagement envers l'excellence éducative. En inaugurant ces deux réalisations, nous investissons dans le potentiel illimité de chaque enfant de cette localité. Nous croyons à l'égalité des chances en offrant à chaque élève la possibilité de développer ses compétences. Ces infrastructures font partie du programme gouvernemental lancé en 2017 qui vise la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures dans le domaine de l'éducation. Voici déjà quelques mois que l'étude prospective sur le secteur éducation-formation avance bien. Plusieurs acteurs impliqués se sont retrouvés en atelier. Ils avaient pour objectif d'élaborer des scénarios devant mener aux conclusions de cette étude, à savoir imaginer tous les aventures, sinon tous les avenirs possibles du binôme éducation-formation d'ici à 2040. Les explications de Mahama Traoré. Dans une étude prospective, la rédaction des scénarios consiste à envisager le meilleur avenir possible. Le cas présent concerne celui du secteur éducation-formation. Si les stratégies annoncées dans l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040, qui fondent la vision de développement de la Côte d'Ivoire, fait de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle à partir d'une puissance éducative, si les stratégies sont mises en œuvre, les réformes souhaitées sont mises en œuvre, alors nous pouvons aller vers un scénario souhaité qui est de faire de la Côte d'Ivoire une puissance éducative à l'horizon 2040. Après 3 jours de réflexion nourrie d'échanges, les séminaristes ont désormais une idée claire sur la suite de cette étude prospective sur le système éducation-formation. Il faut pouvoir identifier quels sont ces éléments en interne au sein du système qui pourraient être des facteurs contraignants à la bonne marche de ce système et donc naturellement qui pourra impacter l'Ivoirien nouveau que nous souhaitons avoir à l'horizon 2040.
ça va vraiment booster d'abord le ministère et puis maintenant apporter vraiment des compétences techniques et professionnelles à la Côte d'Ivoire pour que ces compétences-là puissent développer le tissu industriel et puis le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, avant la restitution du rapport final, l'élaboration des grandes lignes. Le ROSCAO, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, a soufflé sa 20e bougie en Côte d'Ivoire. 20 années de gouvernance et de défense des droits de l'homme, 2 décennies de promotion de la paix sur le continent. Le reportage de Chris Diomandé avec le commentaire de Léon Blou. 2003-2023, 20 ans qu'existe le réseau des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest, en abrégé ROSCAO. 20 ans d'engagement en faveur de la protection de l'environnement, de la promotion des droits des enfants et des personnes handicapées. En 20 ans aussi, ce sont des actions de promotion de la paix dans les 16 pays membres du ROSCAO et même en Afrique. Des actions que récompense cette nuit des trophées. Depuis 2005, nous avons opté pour la bonne formation des jeunes, la formation pratique et aussi pour l'emploi des jeunes. Reconnaître nos actions, reconnaître nos efforts qui sont faits, cela aussi nous réjouit. Je rends grâce à Dieu pour cette distinction. D'abord, qui revient à Dieu, à la Côte d'Ivoire, avec le Conseil et tous les collaborateurs que nous avons pu réaliser ces prouesses de telle sorte que l'Afrique puisse nous décorer et nous honorer aujourd'hui. Parmi les récipiendaires des distinctions du ROSCAO, des chefs d'État et autres personnalités de renom, ils tirent leur mérite de leurs actions de paix et de développement dans leurs pays respectifs, des œuvres dont le ROSCAO prône la culture. Je suis très satisfaite parce que tous nos lauréats sont venus. Aujourd'hui, vous me voyez sur le front de la société civile et j'ai toujours fait une politique très apaisée. Chaque acteur politique en Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait dans son comportement, fasse que nous puissions vivre la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'organisation a pu régler beaucoup de choses sur la question de la bonne gouvernance, sur la question de la paix, sur la question de sécurité. Autre pan de ce 20e anniversaire, l'investiture des coordonnateurs ivoiriens et togolais du ROSCAO, le réseau des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest. On parle maintenant de culture avec un concert philharmonique en hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui s'est tenu jeudi dernier à Abidjan. Un récital musical de grands classiques ivoiriens des années 60 à 90, interprété par des étudiants de l'INSAC au Palais de la Culture de Trècheville. Un spectacle suivi de bout en bout par Serge Pacom Didi dans un commentaire d'Herman Guibé. De grands classiques ivoiriens pour célébrer le président Félix Houphouët-Boigny, qui fut un grand mécène de la culture. Un concert philharmonique pour commémorer les 30 ans de décès du premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, une initiative de l'association et de la formation musicale Cœur d'Ivoire. Houphouët-Boigny, c'était un homme de culture. Il a beaucoup fait pour la culture ivoirienne. Et nous, en tant qu'artistes, ces 30 ans, c'est notre part de célébration qui est là à travers les grands classiques de la musique ivoirienne. Un véritable voyage musical des années 60 aux années 90 pour promouvoir le patrimoine de la musique ivoirienne auprès de la jeunesse et rendre hommage aux icônes et aux pionniers de la musique ivoirienne ainsi qu'à des précurseurs de rythmes musicaux dont certains sont honorés à travers des distinctions honorifique. Le Zouglou qui gagne toujours, hein. 30 ans du décès de Houphouët-Boigny, mais le Zouglou a 33 ans aussi, tu vois, non. Et donc, nous, on est très heureux d'être célébrés. Cet événement bénéficie du soutien du ministre Jean-Louis Billon et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je ne crois pas qu'Houphouët soit mort parce qu'aujourd'hui, on l'a fait revivre. On l'a fait vraiment revivre à travers musique, à travers chant et à travers son œuvre. Un concert philharmonique pour Félix Houphouët-Boigny, marqué également par des interprétations de chansons mythiques en soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cela pour coller à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023, qu'accueille la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité hors de chez nous, les Tchadiens votent dimanche prochain pour un référendum constitutionnel. La soumission de cette nouvelle constitution aux électeurs est l'une des étapes du processus de retour à l'ordre constitutionnel afin de mettre fin à la transition ayant suivi la mort de l'ex-président Idriss Déby. Il reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996 et sur la question centrale de la forme de l'État promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie avec l'info qui revient ce soir à 20h avec Kolo Koulibaly. Quant à moi, je vous dis à très vite.